nous sommes toujours en direct sur l'espace InCyber Talk. Merci d'accueillir Antoine Vastel de la société Datadome qui va nous présenter l'exploration des outils d'attaque bot et les défenses dans un écosystème en pleine évolution. C'est ça, Antoine? C'est ça, merci beaucoup. Eh bien, allez-y. Alors, vous m'entendez bien? Ok. Alors, ok. Donc je vais vous parler des bots, donc des robots informatiques qui peuvent être utilisés à différentes fins, avec une petite mise à jour sur 2024, comment l'écosystème évolue, comment les attaquants essayent de contourner les principales défenses et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger. Donc si jamais vous aviez l'habitude de faire des bots, ou au moins d'essayer de les bloquer, vous étiez peut-être familier avec une librairie qui s'appelle Puppeteer Extra Stealth, qui permettait de mentir sur différents attributs, de passer des captchas, etc. de manière relativement facile. Ce genre de librairie devient de plus en plus inutile, voire contre-productive, dans le sens où les bots, en fait, utiliser cette librairie engendre tellement d'effets de bord que maintenant le meilleur conseil c'est d'arrêter de l'utiliser. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis mars-avril 2023, il y a Google qui a relancé une nouvelle version d'Headless Chrome, donc, qui existait déjà, mais la nouvelle version d'Headless Chrome est vraiment réaliste d'un point de vue environnement. Ça veut dire qu'auparavant, Headless Chrome était quand même sur une branche de code légèrement différente du vrai Google Chrome. De nos jours, c'est vraiment la même branche, donc les effets de bord d'un Chrome Headless, donc d'un Chrome invisible, sont quasiment inexistants par rapport à un vrai navigateur qui sera utilisé par un être humain. Et donc du coup, aujourd'hui, le meilleur conseil, c'est à la limite d'essayer d'arrêter d'utiliser une librairie comme Puppeteer Extra Stealth, dans le sens où une librairie comme Headless Chrome de base marchera très bien. Et donc du coup, les attaquants, maintenant, ils ont beaucoup moins d'incohérences, on va dire, ou d'effets de bord à effacer dans leurs empreintes de navigateur. Avant, il fallait mentir sur pas mal de choses, la carte graphique, le CPU, etc. Mais maintenant, il n'y a plus beaucoup de choses à effacer. Les derniers effets de bord en fait, qui restent dans un navigateur instrumenté, avec Chrome notamment, ça va être tout ce qui est la manière d'interagir avec Chrome, avec le protocole CDP, donc Chrome DevTool Protocol. Et donc, on a pas mal de nouveaux frameworks en fait, qui prennent le relais. À la place d'avoir Puppeteer Extra Stealth, on a des frameworks qui permettent en fait, d'effacer tous ces effets de bord. Donc, par exemple, Selenium Driverless ou Playwright Driverless, etc., qui permettent de se rendre relativement peu détectables assez facilement. Mais ce n'est pas seulement les navigateurs instrumentés. Il y a aussi plein de bots qui n'exécutent pas de navigateur, qui vont se baser sur des clients HTTP, par exemple en Python, en Node.js. Et on pourrait se dire, bon, c'est assez simple à détecter. Alors, d'une certaine manière, oui, mais aujourd'hui, c'est aussi très simple pour un attaquant. Par exemple, en prenant une librairie Python comme Noble TLS, de forger un fingerprint TLS qui est cohérent avec celui d'un Chrome, par exemple, sur Windows, etc. En fait, il y a beaucoup de librairies qui aujourd'hui, on a juste à donner un user agent et la librairie en fait, va spoofer tous les ciphersuits, tous les headers HTTP. Comme ça, d'un point de vue signaux serveur, tout est cohérent avec le navigateur que la personne prétend avoir dans l'header HTTP. Donc ça permet de contourner tout ce qui est défense assez basique à base de signatures dans les WAF, par exemple. On retrouve la même chose sur, donc en plus des signaux fingerprint, on retrouve le même genre de librairie sur les mouvements de souris, par exemple. Donc aujourd'hui, on a différentes librairies qui s'interfacent très bien avec Puppeteer, avec Selenium, etc. et qui permettent de générer des mouvements de souris plus ou moins réalistes. Alors, j'ai pas dit que c'était humain, mais en tout cas, c'est plus subtil que des mouvements de souris en ligne droite ou des mouvements de souris qui se téléportent. Et tous ces frameworks-là, en fait, toutes ces librairies s'intègrent très bien avec les frameworks comme Puppeteer, Selenium, que les gens utilisent, que les attaquants utilisent pour faire des bots. En plus de ça, les attaquants ont accès à des millions d'adresses IP, notamment des adresses IP résidentielles. Donc ça permet aux attaquants de distribuer leurs attaques, de faire croire qu'elle vient de plein d'appareils différents, alors qu'en fait elle est menée par la même personne. Et notamment des adresses IP résidentielles, donc qui appartiennent à des fournisseurs d'accès Internet. Par exemple en France, ça peut être du Orange, du Free, du SFR. Donc d'un point de vue détection, on n'est pas sur des IP qui viendraient de data centers, qui sembleraient un peu plus évidentes à bloquer. On est sur des IP qui viennent en fait, qui sont utilisés par vos utilisateurs légitimes également.
En plus de ça, dans certains domaines, on a ce qu'on appelle des bots as a service, donc vraiment des API. En fait, en tant qu'attaquant, vous n'avez plus besoin de devenir expert en contournement de défense anti-bot. En fait, on va vous fournir une API, vous donnez l'URL à laquelle vous voulez accéder ou des comptes que vous voulez voler, et en gros, ils vont se charger de réaliser l'attaque pour vous. En fait. Donc c'est aussi simple que d'utiliser une API pour un attaquant. Il s'occupe de forger les fingerprints, de faire la rotation de proxy, d'instancier les navigateurs dans le cloud, etc. Et en tant qu'attaquant, vous avez juste à payer pour les requêtes API qui réussissent. Donc c'est relativement pratique, parce que tout le monde sait à peu près appeler une API, alors que tout le monde ne sait pas forcément contourner des systèmes anti-bot. Et enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de sites qui utilisent les CAPTCHA pour se protéger, donc notamment du reCAPTCHA, sélectionner les bouches à incendie, ça saoule tout le monde. Et en plus de ça, c'est complètement inutile. Alors, bon, jusqu'à présent, c'était une intuition, beaucoup de vendeurs en sécurité en parlaient, mais voilà, ces dernières années, il y a pas mal de chercheurs académiques qui ont fait des études peer-reviewées et qui l'ont montré. Donc notamment, voilà, tout ce qui est CAPTCHA traditionnel, en fait, dont la sécurité repose sur la difficulté du challenge. Pendant longtemps, voilà, faire des tâches de reconnaissance d'image, c'était compliqué, c'était réservé aux machines. Enfin, aujourd'hui, n'importe quelle API de machine learning à peu près performante est capable de localiser un objet dans une image. Et donc, en fait, ces CAPTCHA dont la sécurité repose uniquement sur un challenge image ou audio sont très facilement contournables. Et pour preuve, en fait, pendant très longtemps, on parlait de CAPTCHA Farm, donc qui étaient des services qui permettent de passer ces CAPTCHA automatiquement. Et ces services utilisaient des êtres humains. Donc pour passer une reCAPTCHA, ça coûte à peu près 3 $ pour 1000 reCAPTCHA et ça mettait à peu près 45 secondes par reCAPTCHA. Maintenant, on a des nouveaux services, par exemple comme CapSolver, qui proposent de passer des reCAPTCHA pour beaucoup moins cher et qui le font en 5 secondes. Parce qu'en fait, il n'y a plus du tout d'humain dans la boucle. Tout est totalement automatisé. Et donc du coup, ça permet vraiment de scaler le passage de CAPTCHA et ça facilite grandement la tâche des attaquants. Donc tous ces changements, comment ça bénéficie aux attaquants? Déjà, la plupart de ces changements, de ces améliorations sont open source, que ce soit Headless Chrome, que ce soit les frameworks d'instrumentation, Selenium Driverless, etc. C'est open source, ou alors c'est accessible par à peu près tout le monde en payant, c'est pas très cher. Et donc si on prend l'exemple d'un outil comme OpenBullet 2, qui est un outil en fait, qui permet de faire du credential stuffing, donc pour voler des comptes, en fait c'est un outil qui peut fonctionner de plusieurs manières, soit avec un navigateur instrumenté style Selenium, Headless Chrome, soit de manière complètement sans navigateur, donc avec un client HTTP. En fait, ils ont juste à intégrer tous ces nouveaux changements qui ont été faits dans les librairies et automatiquement, en fait, leurs bots seront moins détectables. Parce que, par exemple, potentiellement, ils auront des empreintes de navigateur plus propres, ils auront des fingerprints un peu moins incohérents. Donc ce qu'on peut voir par exemple, c'est que si on regarde dans OpenBullet, on a des options pour s'intégrer avec des CAPTCHA Farm, pour résoudre des CAPTCHA à base d'images, pour résoudre des CAPTCHA de JTest, de reCAPTCHA, etc. C'est très simple, il suffit de mettre une clé API, ça coûte pas très cher, et surtout n'importe quelle personne, sans savoir développer, en fait, peut compléter un champ clé d'API. Il suffit juste de sortir la carte bleue. En plus de ça, si on va sur différents forums, ou même sur GitHub, on trouve beaucoup de configurations pour OpenBullet, en fait, où on va être capable de conduire des attaques de credential stuffing pour voler des comptes, par exemple. Donc là, sur l'écran, on a League of Legends, Spotify avec Selenium, voilà. Donc typiquement, quelqu'un qui utiliserait ça, Spotify avec Selenium, si à la place d'avoir le Selenium de base, il remplace ça par un Selenium driverless, et tout de suite, voilà, il a une petite amélioration, son bot est beaucoup moins détectable qu'auparavant, et donc sans rien faire, en fait, il peut conduire une attaque, on va dire, plus subtile qu'auparavant. Bon, c'est un peu déprimant, parce qu'en gros, les CAPTCHA, ça sert à rien, les bots distribuent leurs attaques sur plein d'IP résidentiels, ils forgent des mouvements de souris cohérents, ils ont des empreintes propres. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que c'est pas aussi facile qu'avant. Le niveau monte, les attaquants s'adaptent, les défenseurs aussi. Bon. En gros, aujourd'hui, voilà, pour résumer, on a des navigateurs headless qui ont des empreintes fingerprint, on va dire des empreintes de navigateurs JS qui sont très propres, très proches de ce qu'aurait un humain. Il y a très peu d'effets de bord.
pour les bots qui n'utiliseraient pas de vrais navigateurs, ils sont capables de forger tout leur header de manière cohérente, mais aussi des signaux un peu plus bas niveau, comme les signaux du TLS fingerprint, de manière cohérente, juste en fournissant un user agent. La librairie va se charger en fait de mentir de manière propre. Il y a plein de services qui permettent de passer les captcha avec la reconnaissance d'image ou audio très rapidement et pour très peu d'argent. Et tout ça en fait peut être facilement intégré dans des outils open source, style OpenBullet, ou même dans des outils non open source, mais qui seraient utilisés par des attaquants. Et donc du coup, pour détecter vraiment un bot aujourd'hui, il faut vraiment adopter une approche en plusieurs couches. Parce que si on mise tout sur la détection du fingerprint, la détection du comportement, la détection de proxy, c'est un peu risqué, dans le sens où les attaquants en fait essayent vraiment de jouer sur tous ces leviers pour contourner les systèmes de détection traditionnels. Voilà, donc tout ce qui est détection traditionnelle à base de signature dans le WAF, à base de captcha, à base de rate limiting, c'est clairement plus suffisant parce que n'importe quel attaquant qui va utiliser une techno open source va être capable en fait de le contourner relativement facilement pour très peu d'argent. Alors après, il y a différentes approches pour se protéger. Alors bien sûr, je pourrais vous dire, avec du Datadome, donc il y a un système de détection anti-bot en temps réel, vous pouvez vous protéger contre différents types d'attaques de bots, mais il y a aussi des choses que vous pouvez mettre en place, notamment contre les attaques de credential stuffing, inciter vos utilisateurs à avoir un multifacteur pour les authentifier soit avec une appli, soit par SMS. Lorsque il y a une création de compte, bien vérifier l'email, bien vérifier si le provider d'email est un email disposable et non un email trusté comme du Gmail, etc. Mais de manière générale, pour détecter différents types d'attaques de bots, que ce soit des attaques DDoS, attaques vol de compte, scrapping, fraude au paiement, il y a un moment, il faut vraiment de la détection temps réel en fait, qui va utiliser tous les signaux possibles, que ce soit des signaux fingerprint JS ou dans les SDK assez avancés, de la détection comportementale, la détection aussi réputationnelle pour détecter tout ce qui est proxy résidentiel, etc. Et que ce soit en fait vraiment efficace contre les captcha farms, tout en protégeant l'expérience utilisateur. Parce que détecter des bots en bloquant tout un pays, etc., en plus d'être inefficace, idem pour les captcha d'ailleurs, c'est vraiment très désagréable pour les clients qui vont accéder à votre site, qui veulent dépenser de l'argent, ou qui essayent d'utiliser votre service. Quand même, à la base, le but d'un site, c'est de rendre un service à des utilisateurs. Si en plus de ça, on bloque tous les utilisateurs légitimes et qu'on ne bloque pas les bots, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une détection qui analyse chaque requête en temps réel, sans indisposer en fait les utilisateurs humains. Vous avez pu parler au niveau du browser les attaques, mais le problème c'est qu'on peut aussi aller récupérer directement les requêtes serveurs ou même passer par l'app mobile en général. Alors en effet, c'est vrai que les attaquants parfois vont essayer de reverse engineer un peu la structure du site, donc pour faire directement l'école API. Et potentiellement ils peuvent le faire sur l'appli mobile parce que c'est vrai que ça a souvent tendance à être un peu moins protégé. Et donc du coup, en effet, c'est vraiment important de protéger tous les endpoints auxquels sur lesquels l'attaquant pourrait obtenir la donnée qu'il espère. Par exemple, si on parle d'une API de login, si on protège que l'API web, l'attaquant va passer sur mobile. Donc en effet, il faut appliquer tout ce que j'ai dit. C'était beaucoup accès web, mais il faut aussi le faire sur appli mobile pour s'assurer que lorsqu'il y a un call API qui arrive, il vienne bien de la vraie appli mobile, qui n'ait pas été automatisé avec un outil non standard, on va dire.